Cette vidéo est financée par vous et par vous seul via Tipeee. Grâce à vous, l'aventure pourra continuer, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On l'espère de tout cœur, en tout cas. Cet argent sert à payer Clément, que vous allez voir et qui a écrit l'essentiel de cette vidéo, parce que le sujet était beaucoup trop complexe pour que je puisse m'y attarder, et si jamais je veux sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, eh bien je n'ai pas le choix, il faut que je fasse venir d'autres personnes. Il sert aussi à payer Léa, qui a fait le montage, et moi-même, qui présente et qui ai animé les quelques cartes que vous pouvez voir. Il nous permet également d'entrevoir la possibilité de tabler sur de nouveaux concepts, d'organiser des tournages où tout le monde est rémunéré, et rémunéré au prix, de payer l'artiste qui fera la miniature de cette vidéo, bien sûr, aussi. Si vous n'êtes pas encore de la partie, il n'est pas trop tard. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Si 1% d'entre vous nous donne 1 euro par mois, eh bien croyez-moi, je n'ai plus besoin de faire ce genre d'annonce. Et si vous nous donnez 2 ou 5 euros, alors là, on parle même pas. Sur ce, bonne vidéo. Il y aurait 6000 langues dans le monde et croyez-moi ou pas, à peu près 1000 d'entre elles sont parlées sur la même île et c'est même pas la plus grosse dans le monde. Si on considère que le Groenland et l'Australie sont des îles, alors c'est la troisième. Cette île, c'est la Nouvelle-Guinée et elle est coupée entre deux pays, l'Indonésie et l'autre, celui qui nous intéresse. Un pays plus petit que la France, on parle 3 fois plus de langues qu'en Europe, qui compte, en incluant la Russie, 225 langues pour 750 millions de personnes. Un pays où on parle plus de langues qu'en Inde, forte de ses 458 langues pour son 1,4 milliard d'habitants. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Car oui, la Papouasie-Nouvelle-Guinée plie le game de la diversité linguistique dans le monde pour 10 à 17 millions d'habitants, parce que oui, manque de recensement précis, et pour quelques 462 000 km², le pays compte 839 langues, ou peut-être encore plus. Les linguistes ne sont pas tous d'accord. Si on y ajoute les 280 langues parlées dans la partie occidentale, la partie indonésienne de l'île, on dépasse les 1000 langues. Comparaison, la France métropolitaine, c'est un désert linguistique, c'est chiant comme la pluie. Elle ne compte qu'une vingtaine de langues, la plupart en train de crever, toutes sauf une de la même famille linguistique, et le tout pour 552 000 km² et 65 millions d'habitants. Une rapide présentation d'abord. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays pauvre, à peu près ignoré chez nous en Europe, mais elle occupe la moitié ouest de la Nouvelle-Guinée, une île située au nord de l'Australie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée inclut aussi un ensemble d'îles environnantes. Bougainville, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Hanovre, île du Duc d'York. Des noms bien de là-bas, comme vous l'imaginez. L'autre moitié de la Nouvelle-Guinée, la Papouasie occidentale ou Irian Jaya, est une province de l'Indonésie. Point climat, météo et réchauffement climatique, l'île est divisée en deux grandes zones, les basses terres sur les côtes nord et sud, couvertes de forêts et de savanes, et les hautes terres, plus densément peuplées, qui sont traversées par une chaîne de montagnes qui culmine à 4884 mètres. Et le climat, eh bien il est équatorial et très humide. Revenons maintenant à la question qui nous intéresse. Les 839 langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée se divisent en deux grands groupes. D'un côté, 200 langues appartiennent à la famille austronésienne, qui englobe des langues comme l'indonésien, le tagalog des Philippines, les langues kanak de Nouvelle-Calédonie, les langues polynésiennes et même le malgache de Madagascar. Ces langues se sont diffusées dans le Pacifique avec les migrations austronésiennes, qui sont parties de l'actuel Taïwan il y a, estime-t-on, 5000 ans, et qui ont atteint la Papouasie il y a environ 3500 ans. C'est la famille qui compte le plus grand nombre de langues sur Terre, 1300. Il existe 862 langues papoues, dont la majorité est parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'autres langues sont parlées en Indonésie, environ 200 en Papouasie occidentale, dans les Moluques, à Timor ou encore dans les îles Salomon. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est en tête de la diversité linguistique mondiale, ça vous l'aurez compris. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont un nombre démentiel de langues. En termes de nombre de langues par habitant déjà, environ une langue pour 11 000 personnes. Même si le nombre de locuteurs est très inégalement réparti, la langue la plus parlée, l'Enga, a plus de 200 000 locuteurs et c'est déjà une grosse langue. La moitié des langues ont moins de 1300 locuteurs et beaucoup de langues ont quelques centaines de locuteurs, voire moins. Mais un pays de la région, le Vanuatu, qui est un archipel, il bat largement ce record avec 138 langues pour 300 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, l'île-et-Vilaine, le département français où j'habite, eh bien c'est 3 fois plus. Et on a déjà du mal à faire reconnaître la deuxième langue du coin, le gallo. Revenons aux langues de Papouasie. On estime, mais il y a débat, le nombre de familles de langues papou à 43, sans lien de filiation établi entre elles. C'est ce gros bouquin qui le dit. Pour vous donner une idée, certaines de ces familles peuvent être aussi différentes entre elles que le sont la famille indo-européenne, d'un côté à laquelle appartiennent le français, le persan, le russe, et de l'autre la famille camito-sémitique à laquelle appartiennent l'arabe et le berbère. Beaucoup de ces familles de langues ne contiennent que 2 ou 3 langues. La famille la mieux attestée, qu'on appelle Trans-Nouvelle-Guinée, compte à elle seule environ 431 langues, soit à peu près autant que le nombre total de langues indo-européennes dans le monde. L'autre famille de langues la plus importante, c'est la famille austronésienne. 200 langues en Papouasie et encore beaucoup plus du côté indonésien. On a aussi 12 autres familles qui comprennent à peu près 10 à 50 langues et certaines familles qui sont moins étendues, qui ne comptent alors que 2 à 6 langues. Enfin, il existe 37 langues papoues classées comme isolas, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun lien de filiation avec aucune autre langue connue. Un peu comme le basque chez nous. En fait, ce sont souvent
souvent les dernières survivantes d'une famille de langues dont les autres membres ont disparu. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autant de familles, autant de langues, ça veut dire qu'il y a une immense diversité de caractéristiques grammaticales et phonétiques. Il existe énormément de systèmes grammaticaux différents dans les langues de Nouvelle-Guinée. On a des langues à ton et isolantes, un peu comme on a en chinois, et on a aussi des langues polysynthétiques comme les langues esquimaux-aléoutes du Grand Nord. Ce sont un peu deux extrêmes vraiment à l'opposé. Regardez-moi ces phrases en skou et en yimas là, ça n'a rien à voir en termes de gueule. Ça, par exemple, c'est un mot. Regardez-moi la longueur de ce truc. La Papouasie a aussi le triste record du nombre de langues en danger, estimé à 349 langues. Ainsi, sur la centaine de langues parlées dans le nord du pays, région avec la plus grande diversité linguistique, presque toutes sont en danger. Le danger vient principalement du remplacement par d'autres langues papoues plus influentes dans une région donnée, mais aussi du tok pisin, le créole anglais devenu la langue nationale. Mais la Papouasie a aussi l'heureux record du nombre de langues utilisées dans l'enseignement. Au début des années 2000, plus de 400 langues étaient utilisées ou employées à l'école, notamment durant les premières années de l'enfance, c'est-à-dire en gros ce qui équivaut chez nous au CP, à la maternelle, au CE1. Bon, la plupart des écoles sont gérées par des ONG, souvent chrétiennes, ou en tout cas par des organismes missionnaires et religieux, et le reste de l'enseignement se fait surtout en tok pisin, le pidgin à base anglaise. Mais comment expliquer la folle diversité linguistique de ce pays ? On peut tenter d'expliquer cette extraordinaire diversité linguistique par l'histoire, la géographie, mais aussi par des facteurs sociaux et culturels. Pour commencer, la géographie de l'île. Le pays, situé au niveau de l'équateur, est largement couvert de jungle et est très montagneux dans sa partie centrale. Ça favorise l'apparition de petites populations isolées qui tendent à diverger linguistiquement les unes des autres sur un temps long. Les archipels environnants, composés de grandes îles et d'atolls très fragmentés, favorisent l'apparition de la diversité linguistique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée vient alors confirmer une théorie selon laquelle la diversité linguistique serait plus haute au niveau de l'équateur et plus basse à mesure que l'on progresse vers le nord ou vers le sud. Ensuite, l'histoire. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est peuplée depuis très longtemps. Les premiers humains sont venus d'Afrique en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a environ 50 000 ans. À cette époque, le niveau de la mer était plus bas et la Nouvelle-Guinée et l'Australie ne formaient qu'un seul continent. Il y aurait eu ensuite d'autres groupes de colons venus en Nouvelle-Guinée dans les millénaires suivants. Les différentes familles de langues de Nouvelle-Guinée pourraient être des traces de ces différentes vagues de peuplement très anciennes. Cependant, il est à peu près impossible de retracer des filiations entre langues avec les méthodes de la linguistique comparative. Des groupes humains sont là depuis 50 000 ans, il n'y avait personne en Europe à l'époque, et n'ont jamais été remplacés ou assimilés par d'autres groupes, comme ça a été le cas dans d'autres endroits du monde. Pendant 50 000 ans donc, les groupes humains et leurs langues se sont diversifiés, se sont mélangés, se sont séparés. On peut y ajouter des mouvements de population à l'intérieur de l'île, du fait de la rareté, voire de l'inexistence des traces archéologiques. Toute cette histoire est très confuse et on ne pourra jamais en avoir que des bribes. C'est triste. La famille de langues la plus importante, appelée Trans-Nouvelle-Guinée, correspond, pense-t-on, à l'invention et à la diffusion de l'agriculture. Domestication de la banane, de la canne à sucre, du taro, il y a 7000 ans depuis les hautes terres de Nouvelle-Guinée. Ce qu'on pense, c'est que les populations agricoles auraient migré à l'intérieur de toute l'île, diffusant leur langue avec elles. Leur langue se serait ensuite diversifiée sur le modèle des langues indo-européennes, mais sur une échelle de temps encore beaucoup plus longue. Je suis désolé, il faut le refaire. Je vais virer monsieur, mais c'est parce qu'il miaule en même temps. Ah ouais. Mais sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Il sait miauler quand il faut. Il n'y a pas eu de grande vague de migration qui aurait effacé toutes les langues et toutes les cultures présentes auparavant, par assimilation ou par élimination, comme ça a été le cas pour les migrations indo-européennes qui ont entraîné un changement linguistique considérable en Europe. Alors, il y a bien eu des migrations depuis les îles environnantes, et il y a bien eu des migrations internes, notamment avec la diffusion de l'agriculture. Mais ces migrations ont plutôt eu pour effet de complexifier la situation linguistique, ce qui explique le nombre extrêmement élevé de familles de langues. Les langues papoues qui n'appartiennent pas à la grande famille Trans-Nouvelle-Guinée seraient liées, pense-t-on, à des groupes de populations résiduelles qui auraient été refoulés par la diffusion des populations d'agriculteurs dans des régions moins centrales. Les migrations austronésiennes, à partir de moins de 1500, n'ont pas pénétré non plus l'intérieur de l'île, mais se sont limitées aux côtes. L'arrivée des langues austronésiennes n'a pas effacé les langues présentes avant, comme ça a été le cas en Indonésie ou aux Philippines par exemple. La colonisation de la Papouasie par les Anglais et les Australiens, par les Allemands, par les Hollandais, elle est récente, et elle a eu un relativement faible impact linguistique. C'est pas comme aux États-Unis ou en Australie avec une colonisation de peuplement un peu hardcore qui élimine la population locale. Bon, après, il faut dire que les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été explorées pour la première fois dans les années 30, c'est quand même plutôt récent. Et figurez-vous qu'elles n'étaient pas, comme on le croyait, vides. Oui, parce que c'est ce qu'on croyait. Surprise, il y avait 1 million de bonhommes sur place. Coucou, c'est nous, bonjour, nous voilà. What's your name? My name is Paul. Paul? Yes, Nice to meet you. thank you. On ne pense pas non plus que la Papouasie ait connu de gros chocs épidémiques au contact des Européens comme en Amérique, où une grande partie de la population, et donc des groupes linguistiques,
ont disparu à cause de maladies après l'arrivée des Blancs au XVIe siècle. Enfin, les populations d'agriculteurs ou de pêcheurs, comme la majorité des Papous, sont plus nombreuses et moins fragiles face à la colonisation que des populations de chasseurs-cueilleurs, comme en Australie par exemple. Un autre élément important, c'est la structure sociale. La leur favorise la diversité linguistique. La plupart des groupes sont organisés en chefferies de petite taille, avec des liens de parenté entre leurs membres. La langue est souvent au cœur de l'identité du groupe. Souvent, les personnes sont très conscientes des différences linguistiques, même mineures, qui séparent un village d'un autre. Ça s'exprime notamment par l'humour et par l'imitation de la façon de parler des autres groupes. On retrouve des structures sociales similaires dans le reste de la Mélanésie, avec une tendance de chaque petit groupe à se distinguer culturellement et linguistiquement. Le pendant de cette situation, c'est que la population est encore extrêmement rurale, 85% de la population pour être exact. La majorité de la population vit alors dans de petites communautés isolées, loin des centres urbains, ce qui favorise le maintien de petits groupes linguistiques. Le multilinguisme est généralement favorisé dans les sociétés de Nouvelle-Guinée. Du fait de leur petite taille, les groupes linguistiques sont en contact très fréquent les uns avec les autres. Connaître d'autres langues est nécessaire pour interagir avec les autres. Et dans la mesure où l'exogamie, ce qui est le fait d'aller chercher une épouse ou un époux dans un autre groupe, est très courante, il est donc très fréquent que les jeunes grandissent avec plusieurs langues. La langue de leur communauté, celle de leur mère, en plus de la langue dominante de la région, à quoi s'ajoute souvent aujourd'hui le Tok Pisin. Donc c'est pas normal là-bas de grandir avec 4 ou 5 langues. Un autre facteur important, c'est l'absence de structure étatique dans l'histoire de la Nouvelle-Guinée. Il n'y a pas un État centralisateur qui décide d'assimiler les populations et d'imposer sa langue aux populations soumises, de manière un peu méchante et pernicieuse, enfin c'est pas la France, quoi. L'absence de structure étatique dans l'histoire de la Nouvelle-Guinée jusqu'à l'indépendance de l'Australie en 1975 a contribué au maintien de la diversité linguistique. L'écrit a été introduit très récemment au XIXe siècle par les colons, notamment par les missionnaires allemands, luthériens et anglais, qui sont parmi les premiers à avoir documenté les langues de l'île. Aujourd'hui, les principales langues écrites sont l'anglais et le Tok Pisin. Place croissante de l'écrit pourrait mettre en danger les centaines de langues de Nouvelle-Guinée qui sont de tradition orale, car ce sont les langues qui s'écrivent le plus, qui risquent de s'imposer le plus. Les missionnaires chrétiens ont joué aussi un très gros rôle dans le maintien de la diversité linguistique. Ça peut sembler paradoxal, mais apprendre la langue locale, c'est un moyen facile pour convertir religieusement les gens. Ça permet de traduire la Bible, ça permet de traduire le message de Dieu. Les protestants, surtout, insistent beaucoup sur l'idée de parler de Dieu dans la langue des gens. Et ce travail de traduction, il a déjà été fait au moins partiellement dans plus de 500 langues. Les églises chrétiennes, notamment protestantes, évangéliques, mais aussi catholiques, ont un rôle important dans le développement des langues locales. Création d'alphabets, gestion d'écoles, formation de professeurs et de prêcheurs dans les langues locales, développement de matériaux pédagogiques, de ressources écrites qui sont souvent religieuses. Ça fait un peu penser à l'histoire du Pirahan, dont j'avais parlé dans une autre vidéo, dans les populations isolées du Brésil, où on connaît également des logiques similaires. Un organisme qui a eu et a encore un rôle fondamental dans la description des langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée est le Summer Institute of Linguistics, basé aux États-Unis, dont le but principal est l'évangélisation à travers l'étude, le développement, la documentation des langues dites minoritaires et la traduction de la Bible. Malgré ses objectifs religieux affichés, cette institution joue un rôle de premier plan dans la documentation et le développement des langues de Papouasie. C'est aussi le SIL qui publie Ethnologue Languages of the World, aujourd'hui en version web, qui constitue la base de données la plus complète à ce jour sur les langues du monde. Rien à voir, mais leurs outils sont vraiment très pratiques, si comme moi vous faites de la création de langue. Bon, vous avez personne à évangéliser, si ce n'est des personnages fictifs dans un monde qui n'existe pas, mais merci à eux quand même, malgré tout. Le message de Jésus ne leur parvient pas tout à fait, mais pour le côté pratique, on va garder. Bon, est-ce qu'une telle diversité linguistique c'est si anormal en réalité, notamment pour des régions sans État? On peut spéculer sur la diversité linguistique en Amérique avant l'arrivée des Européens, mais elle était peut-être comparable dans certaines régions, notamment dans le bassin amazonien. Qu'est-ce qu'on sait de la diversité linguistique dans le croissant fertile avant l'apparition des premiers États il y a environ 7000 ans, et de l'écriture? Qu'est-ce qu'on sait des langues parlées en Europe avant l'arrivée des populations de langues indo-européennes? On n'en saura jamais rien, mais on peut supposer que la diversité linguistique était aussi très haute. Et peut-être même plus haute que ce qu'on pourrait s'imaginer. En gros, une spécificité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée par rapport à la majeure partie du monde, c'est de ne pas avoir connu de grands événements d'homogénéisation linguistique. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de parler de quelques caractéristiques que ce soit des langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée? Ces langues sont d'une diversité extrême, et on ne peut pas vraiment faire de généralité sur des traits qui les caractériseraient toutes. L'étude des langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée montre plutôt la diversité du langage humain. Mais il y a quand même quelques traits communs au global, en tout cas des éléments courants dans les langues de Papouasie. La phonologie tend à être plutôt simple. Les langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont généralement peu de sons. La plupart des langues ont entre 10 et 25 phonèmes, contre 36 en français, à titre de comparaison. La langue rotokas peut même carrément être représentée par 12 lettres de l'alphabet. A, E, G, I, K, O, P, R, S, T, U, V. Il n'y a pas une grande diversité de voyelles. Dans la plupart des langues, les voyelles sont A, E, I, O, U.
De même, il n'y a pas un nombre très élevé de consonnes. Certaines langues n'ont même pas de son ne ou de son me, qui est quand même plutôt rare dans les langues du monde. L'ordre des mots est en général sujet, objet et verbe, ce qui est plutôt très courant à l'échelle des langues du monde. On trouve aussi des postpositions plutôt que des prépositions. En français, ça donnerait la maison dans et pas dans la maison. Beaucoup de langues papoues opposent aussi le masculin et le féminin, mais dans ces langues, n'en déplaise aux opposants de l'écriture inclusive, c'est souvent le féminin qui est le genre dit non marqué et qui peut être utilisé de façon générique pour désigner des hommes et des femmes. Les classes pronominales sont d'une grande diversité. Certaines langues possèdent très peu de pronoms, comme la langue goline, qui a des pronoms de première et deuxième personne, mais pas de pronoms de troisième personne. Les pronoms peuvent avoir aussi une très grande variation de nombre. Un singulier, un duel, c'est pour 2, un quadruel pour 4, un pluriel, ça c'est pour beaucoup, et aussi un pocal, c'est un peu d'entre eux, comme en Kumal. Il existe une grande diversité de systèmes numéraux. Il y a des langues où on compte sur une base de 10, comme en français, d'autres sur des bases 4, des bases 6, des bases 20, comme le Yimas. Et beaucoup des langues des Hautes-Terres de Nouvelle-Guinée utilisent même les noms des parties du corps pour compter. Ainsi, en fouet, petit doigt signifie 1 et épaule signifie 11. Et dans cette langue, on peut compter jusqu'à 37 en utilisant les bras, les épaules, le visage. Tout y passe. Et dans beaucoup de langues, on utilise le tail to head linkage. Ça désigne le fait de reprendre le dernier mot de la phrase précédente au début d'une phrase. En français, cela donnerait « Je suis allé à l'école il y avait beaucoup d'enfants, et les enfants étaient très bruyants ». Ce type de liaison entre phrases est un phénomène très courant dans les langues papoues. On a aussi chez de nombreux peuples de Nouvelle-Guinée, notamment dans les Hautes-Terres, ce qu'on appelle une langue taboue. C'est une langue spéciale qui adapte la langue locale et qui est utilisée pour certaines activités considérées comme cruciales pour la communauté. Chez les Kewas des Hautes-Terres, on utilise cette langue pour la collecte des noix de pandanus, une ressource alimentaire fondamentale. Pour eux, utiliser la langue quotidienne risquerait d'éveiller les esprits malveillants qui, pour se venger, gâteraient ou détruiraient les noix. Alors tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, dans un pays où tout le monde parle des langues différentes. Depuis la colonisation, des langues véhiculaires nationales qui servent de langue commune à tout le pays se sont développées. Le Tok-Pisin est la principale langue commune. Il s'agit d'un créole à base d'anglais. Tok-Pisin vient de Talk Pidgin en anglais, qui s'est développé à la fin du 19e siècle dans les plantations du Queensland en Australie, parmi les travailleurs venus de Nouvelle-Guinée et d'autres îles de la Mélanésie. Les travailleurs ont ensuite ramené ce pidgin en Nouvelle-Guinée allemande, où il s'est développé localement et est devenu une langue à part entière. Et c'est aujourd'hui devenu la langue dominante parmi les urbains, et elle est utilisée dans l'enseignement, dans les médias et au gouvernement. C'est surtout dans cette langue que les personnes de langues différentes parlent entre eux. Le Tok-Pisin et non l'anglais est aujourd'hui la principale menace pour les nombreuses petites langues de Nouvelle-Guinée. On a aussi le Irimutu, qui est considéré comme l'une des 3 langues nationales. Elle est traditionnellement la langue véhiculaire et commerciale de la région de la capitale, Port Moresby. C'est une version créolisée d'une langue austronésienne, non papou, locale, le Motu. Autrefois langue de la région de la capitale, elle est aujourd'hui en déclin face au Tok-Pisin. L'anglais a un rôle important, mais il est surtout maîtrisé par les élites et par ceux qui ont fait des études, qui sont minoritaires. Et c'est la langue dans laquelle sont écrits tous les textes officiels. Ce qui me fascine, moi, avec ce sujet de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que finalement, on ne sait pas grand-chose. Ce qui est fou aussi, c'est à quel point les langues de cette région restent mal connues. Beaucoup des langues sont peu ou pas décrites. En 2012, seuls 13% des 862 langues papoues étaient dotées d'une description grammaticale complète. 17,9% des langues avaient juste une esquisse de grammaire, et les 61,7% restants n'étaient connus que par des listes de mots ou encore moins. Et donc sans surprise, 20 des 27 familles de langues les moins connues sont des langues papoues. Le classement des langues papoues dépend de l'état des connaissances, encore très parcellaires. Et comme on sait finalement pas grand-chose, et comme on ne saura peut-être jamais vraiment beaucoup plus, vu la vitesse à laquelle ces langues disparaissent, et vu la faible quantité de données archéologiques exploitables, pas sûr qu'on puisse faire mieux. On pourrait peut-être classer certains isolats dans des familles plus larges si on les connaissait mieux. Et certaines familles de langues pourraient être reliées entre elles à un degré plus haut. A l'inverse, certaines langues finissent par être déclassées après une description plus précise. Les traits qui permettaient de les lier à d'autres langues s'avèrent en fait être juste des emprunts. Cela est le cas notamment pour des langues dont on n'arrive pas à déterminer si elles sont austronésiennes ou non austronésiennes, donc papoues, tellement il y a eu de contacts linguistiques au cours des millénaires. Et puis rappelons que même le nombre de langues n'est pas connu avec certitude. Certaines langues sont reclassifiées comme des dialectes après un examen plus poussé, et inversement, certains dialectes sont reclassifiés comme des langues. Et on continue même à découvrir des langues en Nouvelle-Guinée, notamment des très petites langues qui n'avaient jamais été repérées avant. Ainsi, en 2002, on a découvert la langue Turumsa à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui n'était alors plus parlée que par 5 personnes âgées dans une région où on parlait une autre langue, le Dibiyaso. Le Turumsa a dû disparaître depuis. Sans compter qu'il y a encore, notamment du côté indonésien, des groupes humains isolés, des uncontacted tribes en anglais, sans contact avec le monde extérieur, dont on ne connaît pas les langues. Du côté indonésien, en Papouasie occidentale, on estime à plus de 40 le nombre de ces peuples qui vivent dans des zones reculées de la jungle. Bref, c'est un peu le bazar. Tout ce qu'on peut dire sur les langues de la région dépend en fait de l'état actuel des connaissances scientifiques
encore très parcellaire. Malgré le travail remarquable des linguistes, la situation linguistique de la Nouvelle-Guinée est encore mal connue. Et on n'aura probablement jamais le tableau complet des langues et des liens qui les unissent, notamment du fait de la vitesse de disparition de ces langues, qui nous seront bientôt plus accessibles. Il y a encore énormément de travail à faire pour décrire et mieux comprendre les langues de Nouvelle-Guinée. Donc si jamais vous voulez décrire des langues méconnues ou même découvrir des langues totalement inconnues des scientifiques, c'est l'endroit où vous devez aller, c'est l'endroit rêvé, allez-y, partez. Après, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays qui souffre de nombreux problèmes. Sous-développement, exploitation minière anarchique, gangs violents, guerres tribales, catastrophes naturelles, territoires difficilement accessibles, etc. Mais la diversité linguistique n'y pose pas de problème particulier. Cela montre bien que la diversité linguistique n'est pas nécessairement une source de tension. Au contraire, le pays est plutôt fier de sa diversité culturelle et linguistique, et c'est une dimension que le gouvernement met beaucoup en avant. Mais on peut se demander si cette diversité va résister à la modernité. Avec le développement du pays, l'alphabétisation, l'exode rural risque de s'intensifier et l'influence de l'anglais et du talk piscine risque d'augmenter. Associés au pouvoir à un mode de vie plus moderne et confortable, l'anglais et le talk piscine connaissent et connaîtront un pouvoir d'attraction croissant parmi les locuteurs des centaines de petites langues de Nouvelle-Guinée. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, qu'en restera-t-il dans un siècle? Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager bien sûr. Donner de l'argent sur Tipeee, c'est très important, on aime l'argent. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et vive la vie. Bon courage si vous partez là-bas. Ciao.